Avez-vous déjà vu un train filer à toute allure et vous êtes-vous interrogé sur la manière dont cette imposante masse de métal restait solidement ancrée au rail? Cela paraît simple, n'est-ce pas? Pourtant, un secret opère ici. La véritable astuce se cache juste en dessous, dans les roues elles-mêmes. Les trains existent depuis 1804 et constituaient alors l'innovation majeure de la révolution industrielle. Avant eux, on utilisait des charrettes tirées par des chevaux, lentes et cahoteuses. Il n'est donc guère surprenant que les locomotives à vapeur puissent transporter bien plus rapidement des tonnes de passagers et de marchandises. Avec le temps, la technologie des trains et de leurs roues est devenue plus sophistiquée. Avez-vous remarqué que les roues des trains ne sont pas plates? Leur légère forme conique n'est pas qu'une question d'apparence. C'est ce qui empêche les trains de basculer hors des rails dans les virages. Sans cette courbure, ils glisseraient immédiatement hors de la voie. Cette forme conique permet aux trains de réaliser deux fonctions essentielles: maintenir leur équilibre et négocier les courbes. Des roues simplement rondes fonctionneraient sur des rails droits, mais elles ne peuvent pas se corriger d'elles-mêmes et le train ne resterait pas centré. Les roues coniques diffèrent par la taille légèrement distincte de leurs deux côtés, ce qui fait que le point de contact se déplace automatiquement lors d'un virage. Le côté plus large accroche la voie pour aider le train à s'incliner dans la courbe, tandis que le côté plus petit tourne plus vite afin de conserver une progression fluide. Au début du 19e siècle, les trains ne possédaient en tout cas pas ce design ingénieux. Leurs roues n'étaient que de simples cylindres en fonte. Cela peut sembler robuste, mais ces roues se brisaient constamment car les trains sont lourds. Lassés de ramasser les débris, les ingénieurs passèrent au fer forgé dans les années 1830, puis à l'acier au tournant du siècle. L'acier changea totalement la donne. Plus résistant, plus lisse, il convenait parfaitement aux trains plus rapides. La forme de la roue restait cependant problématique. Les premiers trains utilisaient des roues plates et dans les virages, ils vacillaient tels des caddies branlants de supermarché. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Rien de rassurant pour une immense machine de métal. Puis vint la roue à boudin, inventée en 1789 avec un petit rebord sur le pourtour pour améliorer l'adhérence. C'est comme les bandes de protection au bowling, mais pour train. Ce rebord empêchait la machine de dévier hors des rails pour partir dans le décor. Quelques années plus tard, un inventeur décida d'aller plus loin. En 1814, il ajouta des roues à boudin à sa locomotive, la Blücher. La forme conique, parfaite combinaison d'équilibre et de stabilité, fut le développement suivant. Aujourd'hui encore, les trains conservent ces roues coniques qui permettent à ces gigantesques machines de métal de négocier les courbes et de glisser avec fluidité le long des rails. Nous comprenons donc que les roues des trains sont fascinantes. Mais comment arrêter cet énorme cheval de fer filant à plus de 320 km/h? C'est là que les freins de voie magnétiques interviennent. Ils ne dépendent pas du tout des roues. Des aimants s'accrochent directement aux rails comme d'énormes griffes métalliques. Lorsqu'un arrêt d'urgence est nécessaire, ces aimants s'activent par courant électrique, adhèrent aux rails et génèrent une friction telle que le train ralentit très rapidement. Toujours utilisés à pleine puissance, ces freins servent surtout pour la sécurité ou les arrêts d'urgence. On les observe sur des trains à grande vitesse atteignant jusqu'à 270 km/h et certaines installations filent jusqu'à 330 km/h. Toutefois, ils ne remplacent pas les freins de service principaux, généralement des freins à courant de Foucault, ou un champ magnétique fixe, ralentit progressivement un disque métallique non magnétique. Attardons-nous sur le fonctionnement précis des freins magnétiques. Au cœur du système se trouve un énorme électroaimant. Imaginez un gigantesque sandwich de fer entouré d'une épaisse bobine de cuivre. Lorsque l'électricité circule dans cette bobine, l'aimant s'active et se fixe solidement sur les rails. Plus il adhère, plus la friction transforme la vitesse du train en chaleur, dissipant ainsi une énergie considérable. Bien entendu, les ingénieurs ont prévu un système de secours. Si le courant principal se coupe, les batteries du train prennent le relais pour maintenir les aimants actifs. De plus, ces freins possèdent un effet secondaire utile. Lorsqu'ils saisissent les rails, ils les nettoient,
littéralement. Ce qui améliore ensuite l'adhérence des freins classiques et garantit une sécurité optimale. Revenons maintenant aux courbes, car les rails ne sont pas toujours des lignes parfaitement droites à travers la campagne. Lorsque la voie se courbe, le rail extérieur est légèrement surélevé par rapport à l'intérieur, exactement comme sur une piste de course. Cette inclinaison, appelée surélévation ou plus simplement dévers, permet au train de s'incliner dans le virage au lieu de risquer de s'envoler, de manière semblable à ce que vous ressentiriez à vélo en prenant trop vite un virage serré. Que fait cette inclinaison? Elle répartit le poids du train de manière uniforme sur les deux rails. Elle réduit également l'usure, car remplacer des rails coûte très cher et nul ne le souhaite. Le dévers équilibre cette force latérale qui tend à vous éjecter de votre siège dans les virages, rendant le trajet plus fluide et confortable. Lorsque le train négocie une courbe, la physique s'en mêle. Plus il va vite ou plus la courbe est serrée, plus la poussée vers l'extérieur est importante. Mais en surélevant un côté de la voie, la gravité agit dans la direction opposée et l'équilibre est restauré. Trop peu de dévers et le train grince contre les rails. Trop de dévers et les trains lents ont l'impression de gravir une pente. Les ingénieurs doivent trouver le juste compromis. Suffisamment d'inclinaison pour les trains rapides, sans rendre les plus lents inconfortables. Si un train lent emprunte un virage conçu pour la grande vitesse, il penchera vers le rail intérieur, tandis que les trains rapides pousseront contre le rail extérieur. Cette pression latérale use roues et rails, et, dans des cas extrêmes, peut même provoquer un déraillement. C'est pourquoi les trains de marchandises et les trains à grande vitesse ne partagent généralement pas les mêmes courbes. Pour encaisser cette contrainte, les rails des courbes sont renforcés, avec des traverses plus rapprochées et un ballast supplémentaire. Une dernière chose, vous connaissez ce fameux cliquetis que l'on associe toujours au chemin de fer? Eh bien, il a presque disparu. Les trains modernes glissent presque silencieusement, sans rythme ni claque, seulement un léger « fait ». Comment cela s'explique-t-il? Les trains n'ont pas soudainement changé, ce sont les rails qui ont évolué. Autrefois, les rails étaient déconstruits en courtes sections d'environ 12 mètres chacune. Transporter de longues pièces était compliqué, et les espaces entre elles permettaient au métal de se dilater par temps chaud. Quand les roues passaient sur ces jonctions, elles produisaient ce fameux clac-clac. Chaque clac correspondait en réalité à un petit choc sur la voie, et ces millions d'impacts s'accumulaient. Les rails s'usaient plus vite, les trains tanguaient, et les équipes d'entretien y passaient des nuits blanches. L'ingénierie moderne finit par y remédier. Au lieu de courtes rails boulonnés, la plupart des nouvelles lignes utilisent des rails soudés en continu. Ce sont de longues bandes d'acier lisse, fusionnées de bout en bout. Imaginez tous ces petits morceaux de rails fondus en un immense serpent métallique s'étendant sur des kilomètres. Ces rails soudés rendent le trajet plus fluide, plus rapide et nettement plus silencieux. Ils durent également beaucoup plus longtemps, car les roues ne martèlent même plus constamment le métal. Mais attendez, pourriez-vous penser? Le métal ne se dilate-t-il pas avec la chaleur? Exact, mais c'est là que réside l'ingéniosité. Les ingénieurs posent les rails à une température neutre spéciale, généralement par temps chaud, afin que, lorsque la chaleur ou le froid extrême survient, l'acier bouge à peine. Les rails sont fixés solidement avec de lourdes attaches et entourés de tonnes de gravier appelé ballast. Même lorsque le métal veut s'étirer, il ne peut le faire. Seule une tension minime s'accumule à l'intérieur. Bien que le bruit ancien ait presque disparu, le résultat en vaut la peine. Des trains plus rapides, des trajets plus sûrs et des rails qui ne se désagrègent pas. La prochaine fois que vous voyagerez dans un train glissant à travers une courbe ou s'arrêtant en douceur, souvenez-vous qu'il s'agit d'une combinaison de magnétisme, de physique et de conceptions intelligentes permettant à d'énormes masses de métal de circuler en toute sécurité à des vitesses impressionnantes. Youpi!